Donc, certains résultats de cette étude m'ont permis de débuter une thèse de doctorat sous la tutelle de Frédéric Cotton. Et tout a débuté en cherchant des biomarqueurs pronostiques de la fibrose pulmonaire post-Covid-19 grâce à la bourse LUP-ULB qui m'a permis d'acquérir les réactifs. Après une introduction sur les biomarqueurs en question, je vous expliquerai les objectifs de cette étude, le matériel et méthodes, les résultats, une discussion et les perspectives. La fibrose pulmonaire est une condition pathologique dans laquelle les poumons se scarifient à cause d'un dépôt excessif de matrices extracellulaires et de modifications structurales de l'interstitium du parenchyme pulmonaire. Au début de la pandémie, nous avons trouvé, durant le suivi des survivants de Covid-19 sévère en pneumologie, que 86% présentaient une image de fibrose pulmonaire sur scan CT après 3 mois. Avec le recul, nous savons maintenant que près d'un tiers développe une fibrose post-ARDS. Un biomarqueur d'intérêt est le KL6, qui augmente quand les cellules épithéliales alvéolaires de type 2 ou AT2 sont attaquées par le virus SARS-CoV-2. Un autre biomarqueur qui reçoit le nom du maître régulateur de la fibrose est le facteur de croissance transformant bêta ou TGF-bêta. Dans les poumons, il joue un rôle à la hauteur de l'interstitium entre l'alvéole et le capillaire pulmonaire. Son action profibrotique contribue à la transdifférenciation des fibroblastes et à la remodélisation de la matrice extracellulaire. Le TGF-bêta est produit par les fibroblastes, les macrophages, les lymphocytes T et les cellules épithéliales. Dans ces cellules AT2, le TGF-bêta est induit par une communication cellulaire qui est gérée entre autres par l'activation du récepteur AT1R quand l'angiotensine 2 s'y accroche. AT1R est le récepteur de type 1 pour l'angiotensine 2. L'axe où l'angiotensine 2 s'attache à son récepteur AT1R aura des effets destructeurs, comme l'hypertension artérielle, une cascade inflammatoire des cytokines et des Reactive Oxygen Species ou ROS, jusqu'à en arriver à une ARDS et une fibrose pulmonaire. Tandis que l'axe protecteur de l'heptapeptide d'angiotensine aura les effets opposés, quand il s'attachera au récepteur de type 2 ou au récepteur MAS. Nous pouvons considérer l'action de l'angiotensine 1,7 en tant que protectrice de la fonction pulmonaire. Le lien entre la voie de signalisation d'angiotensine et la COVID-19 se trouve au niveau de l'ACE2. L'ACE2 est considéré le récepteur du SARS-CoV-2 sur les cellules épithéliales alvéolaires de type 2. Après connexion de la protéine spike du virus sur son récepteur, une endocytose du virus dégrade l'ACE2. Cette régulation à la baisse de l'ACE2 ne permet plus la métabolisation suffisante d'angiotensine 2 en angiotensine 1,7. Et la concentration d'angiotensine 2 augmente et celle de l'angiotensine 1,7 diminue. Le déséquilibre s'installe donc en faveur d'une destruction de la fonction pulmonaire. Ainsi, la mesure d'une diminution d'angiotensine 1,7 pourrait représenter un diagnostic, mais également une indication pour une éventuelle thérapie de supplémentation en angiotensine 1,7. La liaison entre le diagnostic et le thérapeutique porte le nom Theranostics. Dans l'algorithme décisionnel Theranostics, j'ai également intégré des biomarqueurs classiques de biochimie. La CRP, ferritine et LDH sont notamment significativement liés à un mauvais pronostic. La mort est imminente quand une augmentation extrême de ferritine est présente dans le syndrome d'activation macrophagique qui est étroitement lié au syndrome de la tempête des cytokines. La CRP monte en flèche quand une co-infection bactérienne s'installe aux soins intensifs chez les patients déjà fortement affaiblis en fin de vie. Et LDH augmente en cas d'atteinte multiorganique. Effectivement, dans mon étude, je cible les patients critiques. J'ai suivi d'autres biomarqueurs de routine dans ma population, mais n'y apporterai pas plus d'attention dans cette présentation, comme mes statistiques s'avéraient non significatives pour la troponine, la créatinine et la procalcitonine. Les 3 objectifs principaux de cette étude sont, premièrement, la mesure des concentrations des biomarqueurs d'intérêt. En suivant la cinétique dans des échantillons de suivi par patient COVID-19 critique nécessitant des soins intensifs, nous pourrons comprendre le rôle des biomarqueurs cités dans la destruction des cellules AT2, leur régénération et la fibroprolifération après une infection par le SARS-CoV-2. Le deuxième but est l'investigation clinique, en suivant les mêmes patients en pneumologie pendant 2 ans.
Nous pourrons également lier les résultats des biomarqueurs durant le suivi aux séquelles pulmonaires et déterminer des cut-offs pronostiques. Enfin et surtout, un algorithme décisionnel sera présenté en tant que Theranostics, dans lequel les résultats des biomarqueurs entraîneront une décision thérapeutique. Passons aux méthodes. La qualité des tests est évaluée avec une étude des performances analytiques. Dans la phase préanalytique, nous avons tenu compte de l'instabilité de certains paramètres qui ont été transportés sur glace et immédiatement congelés. Comme le corps lab possède essentiellement du plasma hépariné, nous voulons nous assurer qu'il n'y ait pas de différence statistique avec le sérum et nous vérifions ceci grâce à une comparaison de matrices. L'étude clinique rétrospective analyse les biomarqueurs chez les patients sévères et critiques pendant leur première hospitalisation aux soins intensifs. Ce groupe est comparé à des contrôles sains, des patients COVID-19 légers ou asymptomatiques. Les patients oncologiques seront exclus. Pour l'étude prospective, les survivants COVID-19 post-soins intensifs reçoivent un suivi en pneumo à CHU Saint-Pierre et Bruckmann. Et nous voulons trouver des contrôles ajustés pour l'âge et le sexe. Nous ciblons un nombre de 40 patients qui auront un suivi pneumologique complet avec des tests de fonction respiratoire, des scans CT à chaque consultation et 4 moments de prise de sang pour les analyses au laboratoire jusqu'à 2 ans après les soins intensifs. Pour le cut-off du KL6, nous avons agrandi notre population avec des patients de l'hôpital Erasme. Bien sûr, nous avons obtenu l'accord du comité d'éthique avant le début de l'étude. Pour les statistiques, la comparaison de groupes se fera par méthode non paramétrique comme Wilcoxon, Mann-Whitney, One-Way ANOVA ou Kruskal-Wallis et les cut-offs seront déterminés par courbe ROC. Je vous montrerai des résultats publiés bientôt et passerai rapidement en revue 2 publications d'articles et 4 posters. Lors de la phase aiguë de la COVID-19, l'angiotensine 1,7 diminue chez les patients critiques en vert, ce qui est significativement plus bas que les triangles noirs qui représentent les patients COVID-19 asymptomatiques. Nous confirmons ainsi une régulation à la baisse de l'axe d'angiotensine 1,7, ce qui engendre une diminution de la protection de la fonction pulmonaire. Le taux de TGF-bêta est extrêmement élevé en phase aiguë et uniquement chez les patients sévères. Nous trouvons donc une base solide pour l'évolution vers une fibrose pulmonaire. Cette indication de mauvais pronostic est visible dès la première hospitalisation. Nous sommes intéressés à savoir si un suivi régulier du TGF-bêta plusieurs mois après les soins intensifs pourrait aider à diagnostiquer une amélioration de la fonction pulmonaire. Nous ferons des analyses statistiques en combinant les résultats cliniques à 3, 6 et 12 mois au taux de TGF-bêta qui diminue durant la première année de suivi, comme indiqué dans le graphique à droite. Nous avons vu que grâce à la diminution de l'angiotensine 1,7, nous pouvons prédire quel patient du COVID-19 sera sévèrement atteint. Ces patients spécifiques, représentés dans le cercle vert foncé, nécessiteraient un traitement particulier. En plus des médicaments standard of care, comme l'oxygène et la dexaméthasone, ces patients pourraient bénéficier de nouvelles thérapies. Actuellement, des études cliniques internationales sont en cours qui investiguent des traitements sur base d'une supplémentation en angiotensine 1,7, d'un activateur du récepteur MAS ou des antifibrotiques. Néanmoins, il reste une sous-population à devoir distinguer des COVID-19 asymptomatiques dans le cercle vert clair. Pour cela, nous utiliserons un indice composé. Il y a effectivement moyen de distinguer les patients nécessitant une thérapie particulière des cas COVID-19 légers ou asymptomatiques en utilisant un indice composé dans lequel je combine des ratios d'angiotensine 1,7, TGF-bêta, CRP et ferritine. Alors, comment le laboratoire peut-il aider le médecin à déterminer la population cible pour une thérapie innovante? Voici un algorithme décisionnel Theranostics qui tient compte des résultats d'angiotensine 1,7 en premier lieu. Dès l'arrivée du patient COVID-19 positif aux urgences, nous pouvons utiliser le tube de plasma hépariné destiné à la routine. Dans la branche à gauche, un résultat d'angiotensine 1,7 supérieur au contrôle sain mais inférieur au patient asymptomatique placerait immédiatement le patient dans le groupe qui bénéficierait d'un traitement avec agoniste d'angiotensine 1,7. Ces patients seraient prédisposés à développer une fibrose pulmonaire. Lors de leur suivi post-USI,
une prise de sang pour détermination de TGF-bêta et éventuellement KL6 soutiendrait une décision pour administration d'antifibrotiques, par exemple dans le cas d'une fibrose pulmonaire persistante. À droite de cet arbre décisionnel, un résultat élevé de l'indice composé nous aidera à déterminer un éventuel besoin de thérapie antifibrotique sans agoniste d'angiotensin 1,7, tandis qu'un indice composé négatif exclura un traitement supplémentaire. Ces patients pourront toujours être suivis au long terme pour ne pas rater un développement de fibrose pulmonaire, bien que cette population soit moins à risque. En consultation de pneumologie, la fonction respiratoire et le scan CT ont été établis. Cet article se consacre à la description médicale de nos patients. Au scan thoracique, l'image A montre le verre dépoli typique à l'admission lors de la RDS. L'image B évolue vers une fibrose pulmonaire après 3 mois. Une évaluation fonctionnelle pulmonaire à 3 mois montre une DLCO anormale dans 45% des patients, ce qui représente une mauvaise diffusion du bicarbonate dans la membrane alvéolo-capillaire. Dans cet article publié récemment avec Dr Lavise et Dr Bondu, la chimérine a été étudiée et comparée au KL6. Nous avons analysé si KL6 représentait une cinétique lors de l'hospitalisation à l'USI. Le graphique montre qu'il n'y avait pas de différence statistique significative entre les taux de KL6 chez ces patients à l'admission par rapport à jour 14. Nous concluons donc que KL6 ne représente pas de cinétique quand des échantillons de suivi sont prélevés aux soins intensifs. La chimérine est significativement plus élevée chez les patients aux soins intensifs par rapport au COVID-19 léger ou non hospitalisé, ce que nous avons également détecté avec le KL6 et publié dans un poster au RBSLM avec Fanny Pontieux. Le congrès EuroMedLab avait été reporté en 2022 et notre abstract a été publié dans le Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Il s'agit du suivi jusqu'à 1 an chez les patients COVID-19 sévères pour certains biomarqueurs de routine à côté du KL6. Les points verts nous montrent que KL6 et CRP marquent la sévérité comme ils sont le plus élevés aux soins intensifs. En bleu, nous voyons les échantillons de suivi des COVID-19 sévères après décharge des soins intensifs. La CRP se normalise immédiatement 3 mois après les soins intensifs, ce que nous retrouvons également chez d'autres biomarqueurs de biochimie générale de routine, tandis que le KL6 persiste. Dans une étude des performances cliniques, nous avons déterminé des cutoffs qui distinguent les COVID-19 sévères des non sévères. Dans une population de CHU Saint-Pierre, le cutoff pour KL6 était 455 unités par millilitre avec une sensibilité de 71% et une spécificité de 97%. Pour ACE, le cutoff se trouvait à 38 unités par litre. Ce poster a été montré lors du congrès du International Federation of Clinical Chemistry en 2021. Un prix pour le meilleur abstract a été gagné avec notre PG Maëlys Lowers lors du symposium du RBCLM en 2020. Nous trouvions une activité d'ACE plus élevée chez les patients COVID-19 sévères par rapport aux non sévères et au groupe contrôle. Mais en plus, les échantillons de suivi montraient une cinétique ascendante uniquement chez les patients aux soins intensifs. Dans l'augmentation de l'ACE, la pente était la plus élevée chez les patients les plus critiques, notamment ceux qui décédaient, comme indiqué avec les croix rouges. Passons à la discussion et aux perspectives. Par rapport au premier but de cette étude, nous confirmons une diminution d'angiotensin 1,7 et une augmentation d'ACE, de TGF-bêta, de KL6 et CRP chez les COVID-19 les plus sévères. Pour le deuxième but de cette étude, la partie clinique et la fonction pulmonaire a été décrite chez les survivants après les soins intensifs. 3 mois plus tard, nous relevons une fibrose pulmonaire dans la majorité des patients et une mauvaise diffusion du bicarbonate dans la membrane alvéolo-capillaire chez la moitié. Nous continuerons à investiguer si les résultats des biomarqueurs durant le suivi sont liés aux séquelles pulmonaires. Effectivement, le KL6 stagne pendant la première année, tandis que le TGF-bêta diminue graduellement. Concernant le but majeur de cette étude, un algorithme décisionnel sur base d'angiotensine 1,7 et de TGF-bêta a été présenté dans le but de soutenir des décisions thérapeutiques, à savoir le Theranostic. Cela serait particulièrement intéressant pour des nouvelles thérapies dont la plupart restent actuellement dans des études cliniques. La plus-value clinique se trouve dans la décision thérapeutique pour éviter des séquelles à long terme d'une part et d'autre part
du point de vue de l'économie de la santé, nous pourrions déterminer quels patients Covid hospitalisés ne nécessiteraient pas de nouvelles thérapies extrêmement chères. Dans nos investigations futures, les limitations devront être abordées comme une augmentation du nombre des échantillons testés. Nous sommes en cours de récolte d'échantillons pour des contrôles sains qui ont le même âge et genre que notre population test. Comme mentionné précédemment, les biomarqueurs seront liés aux résultats des tests cliniques. 2 articles sont en cours de rédaction avec Marie Brenel et Frédéric Coton. Je remercie tous mes collègues pour leur implication et des soutiens. Avez-vous des questions?